Imagine t'es dans un train qui semble être infini, impossible d'en sortir, et en plus de tout ça, un chiffre est gravé sur ta main qui évolue en fonction de tes actions. Ça c'est le pitch assez fou de la série Infinity Train. Aujourd'hui je t'emmène avec moi découvrir les secrets de ce train, mais aussi pourquoi Cartoon Network semble vouloir oublier cette série. Attention, ça va spoiler. Notre histoire commence avec deux filles, Mikaela et Tulip. D'ailleurs, Tulip adore les oignons, carrément elle mange ça comme ça, tranquille. Avant de rentrer chez elle, Tulip est contrariée, comme si quelque chose dans la maison la dégoûtait. La réalité, c'est que rapidement on découvre que l'ambiance y est glaciale. Les parents de Tulip ont récemment divorcé, et ça, elle ne l'accepte pas trop. D'autant plus qu'elle devait aller à une colo spécialisée dans la création de jeux vidéo, sa passion. Sauf que son père n'est plus dispo pour l'y emmener. What, so you're both too busy to be my parents? Hey, you guys are the ones whose divorce keeps messing everything up, not me! Après ces discussions, elle décide de s'y rendre à pied, mais petit problème, 500 km à pied, ça fait loin. Mais c'est à ce moment qu'un train fait son apparition, un train plutôt étrange, je dirais même fantomatique, comme s'il n'avait juste rien à faire là. Et comme par hasard, il se dirige vers Oshkosh, le lieu de la colo. Tulip décide de l'emprunter, mais une sorte de portail l'aspire, et elle se retrouve dans la neige. Ici, elle y rencontre un petit robot nommé One, appelé aussi par la communauté Glad1 et Sad1, puisqu'il est constitué de deux parties, une enthousiaste et totalement heureuse, et une totalement morose, avec des idées noires. Bref, je vous présente juste le meilleur perso de la série. Il est en réalité à la recherche de sa mère, mais il ne sait même pas à quoi elle ressemble. Ouais, bizarre. En continuant d'avancer, il tombe sur une porte étrange, et lorsqu'il l'ouvre, il découvre qu'ils sont en réalité toujours dans le train. D'ailleurs, Tulip est un peu trop enthousiaste pour une personne qui vient d'apprendre qu'elle est bloquée dans un train, et qu'elle ne pourra donc pas atteindre sa colo. Notre petite équipe se dirige donc vers l'une des rames, une pièce bien stylée, où des blocs apparaissent lorsque l'on appuie dessus. Mais petit problème, en retirant son gant, Tulip remarque un chiffre est gravé sur sa main, 115. Mais si ce n'était que ça, bah ça irait, puisque le train s'arrête, et en sortant une lueur attire un humain vers le ciel. Ils se mettent alors à paniquer et décident de sortir du train, mais quelque chose sort du sol, et c'est effrayant. Notre équipe fait donc demi-tour. What are you singing? It's a wacky getting chased song. I made it up. Mais une de ces créatures arrive à entrer dans la salle, et après beaucoup trop de galères, où l'on apprend d'ailleurs que ces créatures aspirent la vitalité, bah ils arrivent enfin à sortir du wagon. Getting off this train. On retrouve notre équipe parcourant des voitures et le chiffre a diminué d'un. Mais le plus effrayant, c'est qu'on ne sait pas à quoi il correspond. Et One ne nous rassure pas, puisqu'il affirme qu'une fois arrivé à zéro, c'est la mort assurée. Donc là, en plus de rester bloqué à vie dans ce train, la mort la guette à tous les recoins. Bon, c'est pas cool, mais le prochain wagon est plutôt chill. Et on y trouve un chat et Randall, de l'eau qui parle. Posez pas de questions. Le chat semble par contre connaître pas mal de choses sur le train, et notamment le conducteur. Mais bah déjà, elle nous apprend que c'est lorsque le chiffre arrive à zéro qu'elle pourra être libérée. Mais le plus étonnant ici, c'est que le chat semble connaître One, mais l'inverse un peu moins. Elle demande à Tulip de réparer son vaisseau et de lui remettre One pour qu'elle puisse parler au conducteur de sa situation. Elle accepte, de toute façon elle n'a pas tellement le choix. Look, Miss Tulip, it's you. That's a daisy. Une fois son vaisseau réparé, le chat se dirige vers le conducteur et elle se retrouve seule. Enfin, pas totalement, puisque Randall apparaît et la fait douter. Et si ce chat n'était pas aussi bonne qu'elle le prétendait? One l'a aidé jusque-là, lui a apporté du réconfort, dans un moment où elle aurait été perdue sans lui. Même si, à vrai dire, entre les deux, je ne sais pas vraiment qui est le plus perdu. Bref, avec l'aide de Randall, il rattrape le chat et elle s'enfuit. Ils continuent leur voyage, mais le chiffre est bloqué sur 109 depuis plusieurs jours. Et c'est alors qu'ils tombent sur un village de corgis. Ils font la rencontre d'Atticus, le roi de cette cité. Et ce qui est sûr, c'est qu'ils ont l'air d'être bien chill ici. Mais la paix ne dure rarement bien longtemps, puisqu'une créature apparaît régulièrement pour inonder l'endroit. Notre équipe et Atticus décident d'aller enquêter, et ce qu'ils découvrent est un peu étrange, puisque c'est juste une petite araignée. Enfin, c'est plus complexe que ça, puisque plusieurs orbes ont été retirés. Ces orbes permettent à cet endroit d'exister, mais sans elles, des choses disparaissent. Quelqu'un essaye donc d'en récupérer. Et ce quelqu'un, bah c'est elle. Un amas de câbles avec un masque. Mais alors que la situation n'était pas vraiment à leur avantage, le monstre voit One et s'enfuit. Bon, c'est super, mais à part ça, le chiffre de Tulip a baissé à 101. Il y a encore du taf, mais Atticus décide de rejoindre l'équipe pour exterminer cette créature et sauver son peuple une bonne fois pour toutes. Un peu plus tard, on retrouve notre petit groupe qui tente d'aider un maximum de personnes afin de réduire le chiffre. Mais ça ne bouge pas. Le fait d'être gentil ne semble pas totalement affecter tout ça. Mais le prochain wagon est rempli de cristaux et malheureusement la porte n'est pas accessible. La seule façon d'y accéder est de chanter quelque chose qui nous fait penser à des bons moments. Une musique qui vient du cœur. Mais après juste beaucoup trop de tympans cassés, bah rien ne change. Enfin, jusqu'à ce que Tulip se rappelle d'une chanson qu'elle chantait avec ses parents lorsqu'ils partaient en vacances. Wave your hands in the air like you don't care. Glide by the people as they stop to look and stare. Do your dance
do your dance, quick, mama. Après tout ça, un énorme golem arrive, pose un escalier et ouvre la porte. D'ailleurs, le chiffre est descendu à 89. Le changement du chiffre semble alors être affecté par les émotions ou quelque chose de lié au souvenir. Ouais, ça reste bien mystérieux, mais là tout de suite, on a un autre problème, puisque le wagon qu'il devait prendre vient d'être remplacé par un autre. Et dedans, on y retrouve le chat. Difficile de lui faire confiance, mais alors qu'ils allaient partir, le chat fait tomber une cassette avec le nom de Tulip. Elle décide alors de la visionner pour essayer de comprendre ce qu'elle fait ici. Mais d'un coup, elle est attirée dans la télé, forcée de revivre ses souvenirs. Des souvenirs au début joyeux, Wave your hands in the air. Like you don't care. What's going on? mais rapidement elle découvre que ce ne sont pas ses souvenirs. Enfin, fatalement si, mais il y a toujours quelque chose qui ne correspond pas à la réalité. Ils sont comme modifiés pour tout enjoliver, comme si elle refusait de voir la réalité, comme si son cerveau avait décidé de modifier ses souvenirs pour lui empêcher de souffrir. Mais là où rester dans cette sécurité est plutôt tentant, la réalité n'est pas si simple. Parce que c'est pas son cerveau qui fait ça, puisqu'elle se souvient que ce n'est pas vrai. En fait, cette cassette est là pour l'enfermer, et succomber à l'illusion, c'est littéralement la personnification d'un traumatisme, que l'on enterre pour empêcher de voir la réalité. On modifie nos souvenirs pour éviter de souffrir. Mais ça nous fait pas avancer, et Tulip l'a bien compris. Même si elle doit revivre des périodes traumatisantes, c'est la seule façon de retrouver ses amis, mais aussi d'évoluer. Elle arrive finalement à se sortir de cette situation, et décidément, ce chat c'est vraiment une enflure. Mais en changeant de wagon, elle décide de remettre son gant, refusant de regarder son chiffre comme pour faire face au train, et refuser ces règles qu'elle trouve absurdes. Mais là, la personne qui est le plus dans la mouise, c'est clairement le chat, puisque la créature semble avoir une emprise sur elle. Elle est contrainte de faire ce qu'on lui demande. Donc dans un sens, elle n'est pas vraiment méchante, mais représente un obstacle sur le chemin de nos héros. Quelques temps plus tard, on va passer sur le fait qu'ils viennent de sortir d'un wagon spa. Ouais, tranquille, ils arrivent dans un monde difforme, et ça, Wan il kiffe pas trop. Il est pris d'une pulsion de tout réparer, mais cet endroit est peuplé de tortues qui sont habituées au lieu, et pour qui avoir une maison sans mur, ça ne pose aucun problème. Le truc c'est que Wan, à vouloir remettre du sens dans tout ça, est en train de détruire le wagon. Mais heureusement pour nous, une petite intervention de Tulip, et on est sauvé. Bon, le lieu est totalement détruit, mais chez Atticus ils sont un peu habitués aux catastrophes naturelles. Donc une équipe spécialisée va venir réparer tout ça. C'est quand même bien sympa d'avoir un pote comme ça. Mais le prochain wagon, c'est le wagon Chrome, rempli de miroirs, et même si au premier abord tout semble safe, pas tant que ça, puisqu'ici les reflets sont décalés, ont leur propre identité. Et pour sortir de ce wagon, Tulip n'a d'autre choix que d'échanger sa place avec son reflet. Sauf que ses intentions n'étaient pas vraiment bonnes. Heureusement pour nous, les reflets d'Atticus et Wan ont appelé la police, qui se met à sa recherche. Sauf que pour ça, ils ont enfermé Tulip, et souhaitent d'ailleurs détruire son reflet. Elle réussit à s'enfuir de la voiture, et après avoir retrouvé son reflet, c'est ballot, mais elle ne peut pas sortir de ce wagon. La vérité, c'est qu'elle voulait être libre, vivre sa propre vie, ne pas être une copie. Just go away, Tulip. That's what you do best. Okay, you're right. I don't like asking for help when I have a problem. I guess I should. But that proves you should be talking to me now. I don't want those mirror police to hurt you. I'm still nothing. I'm nothing at all. No, you're someone. Après cette discussion, ils décident de rééchanger leur place, mais cette fois-ci avec une idée derrière la tête. Tulip a un petit miroir avec elle, ce qui permet à son reflet de prendre forme dans le vrai monde. Mais une fois arrivée dans l'autre wagon, elle ne souhaite pas continuer sa vie avec Tulip. Et ça peut se comprendre, elle a littéralement passé son existence à la suivre et à la copier. Elle veut faire ses propres choix et vivre sa propre vie. Et vous savez le plus dingue dans tout ça? C'est que Tulip retire son gant et le chiffre a baissé à 3. C'est donc la dernière ligne droite avant la libération. Mais malheureusement, c'est pas si simple. Le prochain wagon est un géant parc pour enfants. Miss Tulip, look at all these mums. Ici on retrouve un petit lapin en peluche qui fait passer des petites épreuves pour arriver à sa base et obtenir un petit cadeau. Il décide de prendre la gelée, mais s'il n'y avait que ça, franchement, je vous en parlerai pas, puisque pendant qu'ils étaient occupés à faire les épreuves, quelqu'un les suivait. Et cette créature est bien déterminée à mettre nos protagonistes hors d'état de nuire. Mais après un combat, un robot étrange arrive, mettant presque fin à tout ça. This would have been so much easier for all of us if you had just stayed put. But instead you go through car after car interfering with my plans, attacking my steward for months. And despite all of that, I still wanted to help you. I send the cat to offer you your tape, to live inside your happiest memories. But what do you do with my gift? You reject it, and you continue to march against me. And now look where you ended up. Where's the robot? One, run! Bring the robot to me, and then I give you your freedom. Mais alors que tout était perdu, Atticus vient aider Tulip, mais... You will cease your journey. Why should I
listen to you? Because I am the conductor. Et si on pensait que ça ne pouvait pas être pire, eh bah détrompez-vous, puisqu'il se transforme en cette créature, mais heureusement pour nous, notre petite équipe, enfin ce qu'il en reste, réussissent à l'enfermer. Tulip est démoralisé et ne voit pas d'autre option que d'abandonner ce qui était autrefois son ami. Mais son numéro est pas trop d'accord avec ça, ils se mettent à augmenter. Mais le chat sort des décombres, et comme rédemption, elle lui propose son aide. Elle sort la cassette du conducteur, et en entrant on apprend que c'était une femme rieuse, fan de jeux vidéo et amoureuse. Ils avaient même prévu de se marier, mais le sort en a décidé autrement. Désespérée, elle a emprunté le train et pris la place de l'ancien conducteur. Mais sur les images, on peut voir un canon à l'avant, un canon modifié par le conducteur, donc techniquement, s'il a réussi à le faire, c'est peut-être possible de sauver Atticus. La porte vers le retour est ouverte, mais malgré quelques hésitations, Tulip ne peut se résoudre à abandonner ses nouveaux amis. Elle refuse donc la porte, et notre petite équipe se dirige vers le conducteur. Ils arrivent dans le train dans un endroit totalement buggé, mais Amelia, enfin le conducteur, est ici. Mais grâce à la cassette, Tulip arrive à faire diversion et à s'emparer du canon. Mais la steward l'a rapidement libéré, et une course-poursuite s'est déclenchée. Pendant que One se dirige à l'avant du train pour l'arrêter, Tulip récupère une orbe de corgi pour retransformer Atticus. Mais One a finalement retrouvé sa mère, oui littéralement le train, puisque le véritable conducteur, bah c'est lui. Atticus quant à lui est de retour, mais Amelia elle est d'autre beau drap. Elle n'a pas réussi à faire son deuil, à avancer. L'objectif du train est pourtant d'essayer de réparer les âmes, de faire en sorte qu'une fois sortie d'ici, c'est une personne en phase avec elle-même qui revient sur Terre apaisée. Mais Amelia a préféré utiliser le train pour créer un monde où son mari ne serait pas mort, où il pourrait vivre heureux comme il l'aurait dû. Mais elle n'a jamais réussi, et au vu de son ombre, je crois qu'elle n'est pas prête de sortir d'ici. Mais en parlant de sortir, One réouvre la porte de Tulip. I'm not stuck on the train anymore. But now I have to leave you two. I wasn't ready for it to happen all of a sudden like this. You and this and it was an Atticus and now... Me too. Though my heart is heavy, I am honored to carry the weight, for it will remind me of you. I'll miss you. Okay. Wait, hug first. Yeah. Come here. Group hug. Goodbye, Amelia. I hope you get your exit someday. I love you guys. 7 mois plus tard, on retrouve Tulip, mais une Tulip différente, qui a accepté sa nouvelle vie, accepté que les choses changent, et que refuser d'y faire face n'empêche rien. La saison 2 commence sur le retour d'un personnage qu'on a découvert dans la saison 1, qu'on va appeler à partir de maintenant Empty. Elle se transforme peu à peu pour développer une identité propre, mais le problème c'est qu'elle est toujours en fuite, et se retrouve à constamment faire attention à ne pas passer trop près de reflets, mais dans un wagon. Déjà elle trouve une affiche wanted d'elle, mais surtout une passagère qui vient d'arriver, avec One qui lui explique comment fonctionne le train. Mais dans le wagon d'après, les policiers l'ont retrouvée, et une course-poursuite se déclenche, mais alors qu'elle pensait être foutue, elle atteint un autre wagon, et se cache derrière un cerf. Mais ce cerf c'est pas n'importe quel cerf, puisqu'il peut se mettre invisible. Ouais, c'est totalement cheaté, et ça permet surtout à Empty de passer inaperçu. Une fois les policiers partis, bah en fait ils deviennent les meilleurs amis du monde, d'autant plus qu'il peut aussi changer de couleur tout court. Mais après s'être réveillé, le cerf a disparu, et en allant le chercher, elle le trouve avec ce mec. Lui c'est Jesse, et on découvre que les pouvoirs du cerf sont bien plus importants qu'on le pensait. Mais alors que nos deux protagonistes étaient en train de se disputer, bah le cerf tombe. D'ailleurs Jesse l'a appelé Alan Dracula, ouais chelou mais du coup on va l'appeler comme ça. Bref, ils partent à sa recherche, et Jesse et Empty se mettent à parler. Mais décidément le courant ne passe pas entre eux. Et vous savez le plus fou ici, c'est que c'est un immense arbre généalogique nourri par la négativité. En fait, toutes les personnes qui constituent cet arbre ne peuvent pas se saquer. Du coup, il ne cesse de grandir. Mais le plus gros problème, c'est que Jesse risque de faire partie de cet arbre, puisqu'il est un passager. Sorry. It's okay. Wait, Jesse, they moved a little. You don't have to lie to me. Jesse, really? When I become a tree, I want you to move on with your life. Find Alan Dracula. Be happy. And please, no, I don't blame you. Maybe this was fate. Fated to be a tree boy. Ow!
No! En fait, pour réussir à atteindre le bas de l'arbre, bah faut juste être gentil. Comme il se nourrit de la négativité, bah la positivité c'est un peu une sorte d'insecticide. Ils y arrivent plutôt facilement, retrouvent Alan Dracula et remontent. I'll travel with you and help you get your number down. Really? But only because then you'll get off the train and I'll get to stay with, for lack of a better name, Alan Dracula. Yes! Le prochain wagon est quelque peu spécial, puisqu'il s'agit d'une carte géante. Ouais, fallait aller la chercher celle-là. Mais ici, c'est le vent qui contrôle tout. Il souhaite rassembler les morceaux de la carte, éparpillés partout. Mais après les avoir presque tout obtenus, bah on apprend en fait que le vent il est pas si sympa, et qu'il souhaite simplement garder des gens à l'intérieur du wagon, pour étendre la carte et ne plus être seul. Sauf qu'il est un peu débile, et Jessie a juste à compléter la map en chiffonnant un truc sur un papier, et pouf, la carte s'est transformée en vrai monde, et le vent n'est plus personnifié, puisque bah c'est juste du vent. Ah, et son chiffre est passé à 29. Mais notre groupe n'est pas sorti d'affaire pour autant, puisque vu que c'est de la vraie eau, maintenant les policiers peuvent apparaître. Nos deux protagonistes arrivent donc à s'échapper dans un autre wagon, mais pour passer à la suite, faut shooter dans un crapaud. Mais Jessie refuse. Bon, en attendant ils sont plutôt safe, mais Jessie commence à se poser des questions sur MT. Est-elle vraiment une criminelle? Surtout qu'il y a un des policiers qui essaie de le retourner contre sa nouvelle amie. Mais pendant la nuit, Jessie regarde une vidéo de son frère Nate, qui a été malmené par ses soi-disant amis, et le pire c'est que Jessie les a encouragés. En fait c'est quelqu'un qui a toujours voulu s'intégrer, ça a toujours été à lui de faire des compromis sur sa personnalité, pour réussir à rentrer dans le groupe populaire, quitte à blesser ceux qu'il aime. Mais alors qu'il allait aider les policiers en laissant son écran réfléchir, MT arrive et le détruit. Ils se mettent à s'embrouiller, mais cette fois-ci MT avoue tout. Elle n'est pas une criminelle, elle est juste quelqu'un qui refuse de suivre les codes qu'on lui impose. Lorsqu'une personne meurt, son reflet n'a pas 50 solutions. Soit elle prend le reflet de quelqu'un d'autre, soit elle garde ses souvenirs et s'occupe de la loi dans le monde des miroirs. Les policiers ont fait ce choix, mais MT a décidé de créer le sien, de se détacher de sa condition. Bon, cette discussion est bien belle, mais la porte s'apprête à être défoncée. Sauf que le crapaud touché par tout ça les autorise à le shooter. Et c'était moins une. Et le plus drôle dans l'histoire, c'est que maintenant les policiers sont enfermés dans le wagon, puisque Jessie a pris le crapaud. D'ailleurs, il est descendu à 14, belle performance. Dans le wagon suivant, un champ de fleurs à perte de vue, mais sans difficulté apparente, à part qu'un parasite a pris le contrôle d'Alan Dracula. Mais en vrai, il n'a pas l'air d'en souffrir, et la communication est beaucoup plus simple. Ils avancent de wagon en wagon, mais plus ça va, plus il y a quelque chose qui cloche. Alan Dracula grossit, et c'est juste un appel à l'aide du cerf, qui est pas tellement d'accord vis-à-vis de la situation. Nos protagonistes retournent alors dans le champ de fleurs, pour en récupérer une qui a la capacité de faire tout geler. Ouais, c'est de la menthe extra forte quoi. Et ça suffit pour faire fuir le parasite, qui demande quand même au passage s'il y en a un qui serait chaud de se faire contrôler. Il est con lui, hein, mais il est drôle. Le wagon d'après, c'est littéralement une fête foraine, où l'on retrouve d'ailleurs le crapaud et le chat. Ouais, carrément, c'est la réunion. Mais petit problème, pour ouvrir la porte, il faut atteindre les 1000 points. Sauf qu'il n'y a qu'une possibilité par mois, et quelqu'un est déjà sur le coup. Et après pas mal de péripéties, bah c'est l'autre personne qui a gagné. Et en fait, elle avait pas de très bonnes intentions, puisqu'une armée d'enfants vient tout saccager. Ah oui, elle c'est Grace, mais on en reparle tout de suite. Bon, du coup, nos protagonistes peuvent passer, puisque la porte est toujours ouverte, et Jessie dit d'ailleurs à MT qu'elle pourra venir avec lui une fois tout ça fini. Bien sûr, elle est vraiment contente, puisqu'elle pourra enfin vivre comme une vraie humaine. En sortant, on remarque que Grace a un chiffre juste énorme. Bon, comparé à Amelia, c'est une petite joueuse, mais vous avez compris. Ici, on découvre ce petit groupe de résistants, si on peut appeler ça comme ça. Il s'appelle d'ailleurs l'Apex, une organisation qui considère que tout ce qui n'est pas passager, donc pas humain, est un null. Donc comme quelque chose qui n'a pas d'importance, qui a été créé uniquement dans l'objectif de faire baisser les chiffres. Mais ce groupe vénère l'ancien conducteur, qu'il considère comme supérieur, parce que justement il avait un chiffre très important. Mais on aura l'occasion d'en reparler. Dans cette organisation, on peut retrouver Simon, qui est globalement le bras droit de Grace. Mais bref, Jessie se fait un peu influencer par eux, et pendant qu'ils saccagent un autre wagon, et où ils ont le grappin des SNK, MT est moqué, et on s'apprête même à lui faire du mal, puisqu'elle n'est pas humaine. Sauf que Jessie apparaît pile à ce moment, et retourne sa veste. Lui qui a toujours été gentil, qui a toujours voulu s'intégrer, la seule personne qui l'apprécie vraiment comme il est, ici c'est MT. Mais Grace ramène les policiers, et une course-poursuite se déclenche. Mais ce n'est pas une course-poursuite comme les autres. Jessie, your number! We're going home. We're free! What? Jessie! No, 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 no! Oh.
MT se retrouve donc seul, enfin pas tant que ça, puisqu'il y a quand même les policiers derrière, et la course poursuite continue. Mais petit problème, je crois qu'ils ont un peu trop oublié qu'un train en marche, c'est un peu dangereux, et il y a un des policiers qui se retrouve menotté à MT, mais sans la partie inférieure de son corps. Et comme si ça ne suffisait pas, ils sont éjectés, et Alan Dracula est obligé de faire pousser ses bois pour les protéger. Mais le policier dit quelque chose d'un peu trop réel. Ce que MT pensait comme étant du libre arbitre n'est en réalité qu'une construction du train, pour permettre aux passagers d'atteindre leur objectif. Et de ce point de vue, c'est pas faux. Elle a quand même aidé Tulip et Jessie, beau palmarès. Bon, après avoir réussi à revenir au train, disons que je crois qu'il y en a un qui devrait plus poser de problème. Avec toutes les connaissances sur le train qu'elle a pu récolter, son plan est plutôt simple. Atteindre la nacelle d'un passager, s'y infiltrer, et trouver l'endroit dédié aux chiffres. Puisque si elle arrive à en avoir, elle pourra être considérée comme une passagère et sortir de ce train. Et ça n'a pas tardé, mais disons que j'en connais un qui va pas survivre bien longtemps. Une fois arrivé au début de tout ceci, non c'est Matrix là, mais ce qu'on apprend, c'est que les souvenirs sont extraits sous forme de bobines, pour optimiser le parcours. Ouais c'est un peu creepy, mais après tout ça elle est aspirée encore plus profondément, et arrive dans l'endroit où les numéros sont attribués. Sauf que lorsqu'elle a voulu en voler, ils ont traversé sa peau. Enfin son miroir, je sais pas comment qualifier ça. Du coup elle s'est mise à péter son crâne, et One a dû intervenir. Hello! I'd appreciate it if you'd stop breaking everything. Unless you want me to start writing your obituary. D'ailleurs, il a validé le fait qu'elle avait été créée pour aider les passagers, et que justement elle était l'une des meilleures. Mais en regardant le statut de Jessie, bah quelque chose cloche. Il est à la fois guéri et in process. Ouais, il a réussi à revenir dans le train. En observant ses souvenirs, on comprend qu'il n'était pas prêt à abandonner MT, la seule personne qui l'a compris et accepté quand il en avait besoin. D'ailleurs, au passage, il est allé s'excuser auprès de son frère, et c'est en partie lui qui l'a convaincu d'y retourner. Mais après tout ça, le train semble se détruire. Pour pouvoir rentrer chez lui, il faut que MT le suive. Mais elle n'est pas humaine et n'a pas de chiffres, donc c'est impossible. Ah, et il y a le policier qui est pas mort, qui est venu venger son pote. Mais force à lui, il est pas très utile. Mais MT a une idée, c'est un miroir, donc elle a juste à refléter le numéro de Jessie sur sa propre main. Et problème réglé. Aussi étonnant que ça puisse paraître, bah ça a fonctionné. Sauf que le policier est peut-être un plus gros problème que prévu. Mais grâce à Alan Dracula, plus tellement. Wow, that was something, huh? Well, looks like I've got to get you back home. I really broke the mold with you, Alan Dracula. Nos deux protagonistes se réveillent et Nate, le frère de Jessie, est là pour les accueillir. D'ailleurs, MT décide de changer de nom. I'm Lake. La saison 3 commence dans l'antre de l'Apex, avec Grace, Simon et des enfants qui s'apprêtent à détruire un nouveau wagon. Après cette victoire, comme ils le voient, ils ne perdent pas de temps et s'attaquent à un autre wagon. Mais celui-là, on le connaît, c'est celui des tortues. Décidément, ils ont pas de chance, et pendant qu'ils saccageaient tout ça, le wagon se déplace et les enfants s'échappent. Mais Simon est pris au piège et il est trop tard. Grace et Simon sont bloqués, et après être sortis du wagon en marche, 47 les séparent de leur QG. D'ailleurs, ils pensent que One est derrière tout ça. Je rappelle qu'ils vénèrent l'ancien conducteur, et que pour eux, One c'est le méchant de l'histoire. Le premier wagon est une jungle, un endroit plutôt chill, jusqu'à ce qu'une créature se mette à les poursuivre. Et à la nuit tombée, ils sont pris au piège. Calmement, ils se font enlever. As punishment for being sneaky, the trespassers are given as food to the mighty Tuba. Ça c'est Tuba, le gorille, et Hazel, une jeune fille bloquée là depuis des années. Grace décide de l'amener avec eux pour lui faire rejoindre l'Apex. D'ailleurs son numéro a un problème, il ne s'illumine pas. Mais petit problème, elle ne peut pas se séparer de son meilleur ami Tuba. Donc ils se mettent en route tous les quatre. Dans le prochain wagon, pas sûr que la force bruit aide beaucoup, puisqu'ils se retrouvent enfermés dans une salle de bal, où ils doivent taper leur meilleure danse, et malgré les réticences de Simon, pour une fois, ils font ce qu'il faut pour passer la porte. D'ailleurs Hazel semble n'avoir aucun souvenir de sa vie hors du train. À vrai dire, elle ne se souvient même pas de ses parents. Ouais, c'est plutôt triste, mais une petite danse et on est reparti. Les gens, je crois que toutes les routes ne mènent pas à Rome, mais au chat, puisque le prochain wagon est un wagon plein de neige, et nos protagonistes se retrouvent à devoir se réfugier dans un chalet à cause d'une tempête. Et bien la résidente, c'est le chat. Et ici on apprend que déjà son vrai nom c'est Samantha, et qu'elle est l'ancienne compagnon de Simon, celle qui devait lui permettre de diminuer son chiffre. Mais alors qu'ils étaient dans le mal, elle l'a abandonné. Ouais, vraiment pas cool. Mais Grace en parallèle s'inquiète d'autre chose. Hazel l'a un peu transformée, dans le sens où elle devient plus gentille, plus attentionnée, et du coup son numéro diminue un peu. Elle a peur de se faire rejeter, de ne plus se faire respecter, de perdre ce qui fait d'elle la chef de l'Apex. Ah oui, et sinon la tempête de neige c'est juste Randall, l'eau du début, qui faisait une bataille de neige avec lui-même. Du coup il arrête, et notre petit groupe peut partir. Le prochain wagon est plutôt spécial. Bon après tu me diras comme tous les wagons. Ici c'est une sorte de jeu géant, avec un timer qui change les épreuves. Et pour ouvrir la porte, il faut une clé rouge. Ils se mettent donc en équipe de 2, et Hazel choisit Grace. Du coup Simon et Tuba sont obligés de faire équipe.
Alors qu'il faut le dire, ils ne peuvent pas se saquer. Mais après quelques épreuves, ils arrivent à trouver une clé. Mais elle est verte, donc dur. Par contre, Tuba est daltonien, donc il voit les couleurs différemment. Et justement, pour lui, le vert et le rouge sont inversés. Donc il peut prendre la clé verte, qui est techniquement invisible pour tout le monde, sauf lui, et ouvrir la porte. Non, là faut applaudir, c'est une dinguerie d'avoir pensé à ça. Bref, Simon et Tuba sont limite devenus les meilleurs amis du monde, sauf que le wagon est sur le point de se déplacer, et Tuba lance Hazel pour la sauver. Simon reste pour le sauver, sauf que tout n'est pas si simple, puisque en fait, c'est une enflure, et il le jette sous le train. Une fois revenu, il annonce la nouvelle, mais plus comme un mec fier de lui. Non, il a eu 0 sur 20. Hazel dévastée part en courant. Et Grace la poursuit, mais on remarque rapidement que lorsqu'elle est touchée par de fortes émotions négatives, elle se transforme en Kappa, une créature mi-humaine mi-tortue. Alors en temps normal, Grace l'aurait abandonnée, voire tuée, puisque du coup, elle n'est plus tellement une passagère, mais elle s'est attachée à elle, et ne peut se résoudre à l'abandonner. Simon's gonna kill me too! Craze, I'm afraid of the wheel! No, he won't. We just won't tell Simon, okay? He doesn't need to know. So we can't let him see the shell, okay? You have to stay calm and take big breaths. In and out. Une fois de retour dans le prochain wagon, Hazel a du mal à contenir ses émotions. Elle a perdu son meilleur ami, la personne qui comptait le plus pour elle. Et à vrai dire, ils s'aidaient mutuellement. Hazel décide d'organiser un enterrement aux grandes dames de Simon, mais Grace part avec elle pendant qu'il attend. Après avoir trouvé l'endroit parfait, Tuba was really nice and protected me and gave me good hugs. She made me feel like I was warm all the time. But not that kind of warm that's outside and makes you sweaty. But like inside and comfy. Oh! And thank you to her kids for letting me have Tuba, because they were gone and I needed her. And maybe now Tuba can be with them again since she can't be with me. And I hope she likes that. Now I'm gonna sing a lullaby that Tuba made up for her kids and said it was for me too. Don't be a worry, baby. No need to hurry, baby, when you're with me. Don't run way up ahead, take the long way instead, there's lots to see. When you slow down to listen, and you won't go a-missing chances to play. We'll always have tomorrow, no need to let it borrow time from today. Thank you for being with me, Tuba. I'm going to keep loving you like you're still here. La scène la plus triste de toute la série, et dire qu'ils doivent continuer leur voyage avec son meurtrier. Mais en sortant du wagon, ils tombent sur quelqu'un de plutôt déterminé qui se rend dans celui qu'ils viennent de quitter. Sauf qu'une fois rentrée, elle revient sur ses pas affolée. What have you kids been doing to the train cars? Cette femme en fait, c'est Amelia qui souhaite se racheter pour ses fautes. Du coup, elle répare tout ce qui est déréglé dans le train, mais notre groupe est un peu choqué. Enfin, surtout Simon, puisqu'ils font face à leur messie, le soi-disant vrai conducteur. Ils finissent quand même par s'échapper et se réfugie dans une grotte. À l'intérieur, Grace s'énerve contre Simon pour ce qu'il a fait, et il part monter la garde. Enfin ça, c'était ce qu'il aurait dû faire, mais il prend la décision de retourner voir Samantha, et elle lui donne de quoi fouiller dans les souvenirs de Grace, pour essayer de comprendre pourquoi elle a changé. À leur réveil, pas de Simon à l'horizon, mais un grand serpent qui voudrait bien un bon petit déjeuner, sauf qu'Amelia arrive au bon moment pour les sauver. Et après un petit repas, ils se dirigent vers un autre wagon, en retrouvant Simon un peu déchaîné au passage. Mais une petite discussion et tout est réglé. Par contre, l'autre wagon n'est pas fini, et il faut attendre que ces pierres finissent de tomber, pour pouvoir passer de l'autre côté. De quoi bien avoir le temps de discuter. Et comme souvent avec Simon, ça part en bagarre. Mais affecté par cette situation, Hazel se transforme, et de peur de perdre son meilleur ami, Grace se joue la surprise. D'ailleurs, on apprend qu'Hazel est en fait un clone créé par Amelia pour essayer de reproduire son mari. Après cette révélation, Grace n'est plus vraiment très sympa avec elle. You aren't leaving me, are you? I'll leave if I want to, Null. Huh? Et ils partent dormir. Mais pendant la nuit, Simon en profite pour fouiller les souvenirs de Grace et découvre qu'elle savait pour Hazel et avait pris la décision de ne rien lui dire. Le lendemain, la situation est quelque peu tendue et Grace décide de revenir sur ses paroles et d'amener Hazel avec elle. Mais étonnamment, elle refuse et préfère partir avec Amelia, la seule personne qui peut l'aider et comprendre qui elle est. Mais au-delà de ça, je pense que de se faire trahir par une personne dont on avait toute confiance, je pense que ça l'a aidé à prendre sa décision. Et en sortant du wagon, il se déplace avec Amelia et Hazel. Dans l'autre wagon fait d'origami, Grace se fait enfermer
transformée par Simon dans ses souvenirs. On y voit une fille accablée par les responsabilités de sa famille, une fille qui a toujours eu du répondant, surtout lorsque l'on se moquait d'elle. Elle a toujours eu cet esprit de leaduse, mais sa véritable personnalité reste toujours bloquée par sa famille et ses attentes. Un jour, elle s'est retrouvée au poste de police après avoir volé un bracelet. Et ses parents sont offusqués, ils sont déjà riches, elle n'a pas besoin de voler, donc ils ne croient pas la police. Mais Grace a fait cela pour qu'on la remarque, comme un appel à l'aide, une volonté de s'émanciper du contrôle de ses parents. Et c'est à cet instant que le train est apparu pour tenter de lui offrir un moyen d'évoluer. Durant les premiers jours, elle a d'ailleurs été soi-disant sauvée par le conducteur, et c'est ce qui a façonné sa volonté de créer quelque chose, d'aller à l'encontre des règles établies par le train. Et après avoir sauvé Simon suite à l'abandon de Samantha, elle a créé l'Apex, avec pour objectif de recueillir les enfants perdus. Mais dans le monde réel, elle est laissée inconsciente par Simon, qui lance le tube avec les robots au sol. Bon, autant dire que c'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir, puisque du coup les robots lui ont permis de se réveiller. Et après avoir réparé les origamis saccagés par Simon, elle part à sa recherche. Mais en arrivant à la base de l'Apex, elle se fait encercler par les enfants, toujours endoctrinés, et encore plus avec ce que leur a dit Simon. Il l'a appelé le néant, une personne déchue de ses fonctions, incapable de régner. Bon, autant dire qu'il a totalement pété les plombs, mais comme le numéro de Grace a bien diminué, on ne la prend plus trop au sérieux. Et un combat se déclenche entre les anciens meilleurs amis. Et après avoir failli tomber du train, Grace décide de sauver Simon, mais alors qu'ils reprenaient leurs esprits, Simon la pousse dans le vide, et là on ne peut plus le rattraper, il est devenu complètement fou. Sauf qu'être sympa, ça peut aussi aider. Et les origamis ramènent Grace pendant que cette créature s'attaque à Simon et lui vole sa vitalité. D'ailleurs, je crois qu'il y avait un peu trop de noirceur puisque la créature explose. Après cet événement, Grace décide de dissoudre l'Apex. C'est maintenant à eux de choisir comment leur groupe doit évoluer et non à elle de leur imposer sa pensée. Dans la saison 4, on suit Mingy et Ryan, deux amis d'enfance qui avaient pour rêve de vivre de la musique. Mais leurs chemins se sont séparés lorsque Mingy a refusé de rejoindre son ami lors d'un concert. Lui est devenu serveur dans un restaurant et Ryan est devenu chanteur. Mais un jour, il est arrivé au restaurant et a proposé à son ami de le rejoindre pour un concert à New York, ce dont ils avaient toujours rêvé. Mingy était hésitant, mais Ryan s'est emparé des clés du restaurant. Une course-poursuite a donc eu lieu. Ils se sont retrouvés dans un train, devant la porte de l'Infinity Train. Ryan a jeté les clés à l'intérieur et ils n'ont eu d'autre choix que d'entrer dans le train. Ils se sont réveillés sur la glace avec Case une cloche. Nos trois protagonistes sont tombés sur une machine pour jouer avec le temps. Et après avoir mis la flèche au milieu, ils atteignent le présent et peuvent la remettre à sa place pour accéder au prochain wagon. Et c'est ici que les choses commencent vraiment. Et je vais pas vous mentir, cette saison je vais la résumer assez rapidement. Je vous expliquerai pourquoi après, même si je pense que vous allez comprendre. Globalement, dans chaque épisode, nos protagonistes vont parcourir des wagons où ils vont faire la connaissance de personnages qui détestent Case. Et chaque épisode commence par une embrouille et se finit par sa résolution. Mais le chiffre n'évolue pas. Ah si, il y a juste un moment en plein milieu où Ryan a obtenu son portail, mais il a refusé de le prendre pour ne pas abandonner son ami. Après quelques péripéties, ils arrivent à la maison de Case, et tous ses pires ennemis viennent les attaquer, sauf qu'ils arrivent à se réfugier dans le château, qui est d'ailleurs vivant et qui s'appelle Morgan. On apprend qu'un passager a vécu ici pendant 5 ans, mais il a pu rentrer chez lui suite à une discussion avec Case. Et du coup, Morgan lui en veut. Ryan, qui vient d'apprendre qu'il peut rester ici longtemps, est dégoûté et fait la tronche, jusqu'à ce que Morgan pète un câble et ramène tous les ennemis dans le château. Et c'est à ce moment-là que tout le monde se met à s'excuser, et nos deux protagonistes arrivent enfin à zéro. Et ils peuvent partir. Ils se retrouvent à jouer ensemble à New York. En fait, cette saison, je trouve qu'elle ne raconte pas grand chose. En voulant essayer de partager un message, le fait qu'il faille s'écouter, être clair, ne rien se cacher entre amis, pour vivre ses rêves, bah justement la série a perdu en clarté. Les épisodes se ressemblent tous, c'est deux mecs qui s'embrouillent H24, qui accomplissent quelque chose, qui leur permet de diminuer leur nombre, sauf qu'en fait non, il y a toujours un truc qui fait qu'ils perdent leur avancée. Et donc comme eux, on n'a juste pas l'impression d'avancer, on fait constamment du surplace. Au-delà de ça, je trouve que les personnages sont moins attachants, ils ne sont pas suffisamment profonds pour qu'on puisse s'identifier à eux, et puis en tant que sidekick, ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais je trouve que Case est la moins efficace. À part ça, bah ce qui fait que je regardais la série n'est plus vraiment là. Je parle bien évidemment des mystères. Il y a aucune avancée, on n'apprend rien de plus, et pourtant il y a l'assistant d'Amelia qui arrive de temps en temps. On sait pas vraiment pourquoi. Et le plus frustrant, c'est qu'il y a encore beaucoup de questions en suspens. Pourquoi ce train existe? Comment a-t-il été créé? Par qui? Alors la saison dans les faits reste intéressante, on garde l'identité visuelle et le concept, mais malheureusement la série qui avait à la base été créée pour Cartoon Network et qui ensuite s'est retrouvée sur HBO n'a pas été renouvelée. Déjà la saison 4 a été pas mal perturbée par de nombreux licenciements en 2020. Et HBO a considéré que la série manquait de points d'entrée pour un jeune public. Ce qui peut d'ailleurs expliquer le fait que la saison 4 est une histoire plus simpliste, moins basée sur les mystères, avec des thèmes plus généraux. Alors même s'il faut l'avouer que je n'ai pas trop accroché à la saison 4, force est de constater que le potentiel de cette série est loin d'avoir été totalement utilisé. Les 3 premières saisons sont juste incroyables, sachant qu'elles devaient compter à la base 8 saisons. Maintenant il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour que quelqu'un accepte de la reprendre. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Merci aussi à Linou Lalou qui m'a proposé la série, n'hésitez pas à faire de même, et puis nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.